Il y a un sujet sur lequel tout le monde a forcément une opinion, c'est l'éducation. Un sujet qu'on n'a jamais vraiment abordé sur Stupid Economics, pour une bonne raison, on n'était pas forcément les meilleurs élèves. Mais cette institution est aussi puissante qu'incontournable, et l'éducation nationale affiche des objectifs ambitieux. Elle se voit comme une chance pour toutes et tous, et pourtant, aujourd'hui, c'est elle qui est en échec scolaire. Pour réaliser cette vidéo, nous avons eu l'aide de deux journalistes d'Alternative économique, Malika Bouchbach, spécialisée sur ces thématiques, et Xavier Molena, le rédacteur en chef, qui a dirigé le dossier de la rentrée scolaire consacré aux résultats des dernières réformes. Et avec eux, je vais essayer de comprendre pourquoi notre école souffre d'une telle différence entre les objectifs qu'elle se donne et ses résultats. On dit souvent que l'éducation nationale est le premier employeur de France. Donc en tout, ça représente plus de 1,2 million de personnes. Et quand on prend en compte le supérieur, c'est un peu plus de 176 000 agents, en plus de ces 1,2 million. L'éducation nationale est immense. Et en plus des chiffres donnés par Malika, il faut ajouter les 12,8 millions d'élèves qui sont accueillis dans les locaux et interréagissent avec le personnel. Au total, ça nous donne pas loin de 14 millions de personnes, soit 20% de la population française qui est en contact direct, et ça c'est sans compter les parents d'élèves. Au-delà des chiffres, cette institution a aussi de grandes valeurs. Des valeurs qui sont répétées dans chaque discours de ministre de l'Éducation. Un bon discours évoque l'excellence, l'égalité, l'instruction, les savoirs et les compétences, et puis il faut toujours avoir quelque part une citation de Jules Ferry. Jules Ferry, futur ministre de l'Instruction publique bien entendu, prononça ces paroles que je fais miennes. Je me suis fait un serment. Entre toutes les nécessités du temps présent, entre tous les problèmes, j'en choisirai un auquel je consacrerai tout ce que j'ai d'intelligence, tout ce que j'ai d'âme, de cœur, de puissance physique et morale. C'est le problème de l'éducation du peuple. Je vous remercie. Jules Ferry, c'est lui qui a rendu l'éducation gratuite, obligatoire et laïque dans les années 1880. L'objectif, c'était de créer un semblant d'égalité dans la société française. À cette époque, les inégalités éducatives étaient brutales. Les enfants pauvres allaient dans des écoles aussi religieuses que mauvaises, pendant que les familles riches disposaient de tuteurs et pouvaient rejoindre des lycées prestigieux. Si les réformes de Jules Ferry et celles qui vont suivre vont permettre aux enfants de la classe populaire d'avoir une éducation, le focus n'est pas vraiment d'avoir la même éducation. Le système scolaire reste largement influencé par ce qui venait juste avant. C'est Napoléon qui crée les lycées début 19e. Bon, c'est pas dans l'idée de permettre à tous d'aller le plus loin possible dans sa formation et de trouver sa place dans la société. Il fait ça pour créer une sorte d'élite militaire et administrative pour gérer son empire. Malgré cette vision élitiste, petit à petit, tous les enfants français vont passer sur les bancs de l'école. Le phénomène le plus important dans l'éducation, c'est la démocratisation de l'enseignement. En 2015, l'OCDE a publié une note assez importante là-dessus et qui disait que depuis 40 ans, on avait une élévation du niveau éducatif des populations qui était particulièrement marquée en France. Les capacités de compréhension de texte étaient en 2014 excellentes pour 13% des jeunes de 25 à 35 ans, contre seulement 3% pour les 50-64 ans qui ont été éduqués dans les années 60. Ce succès était assez visible, et jusqu'aux années 2000, la priorité c'était de gérer cette augmentation constante d'élèves, d'allonger le parcours scolaire. Le succès de la démocratisation laissait croire en fait que l'école atteignait aussi ses objectifs de résultats. Bref, tout allait presque bien. Et puis il y a eu le choc du PISA dans les années 2000. Il fallait donner une appréciation, ce serait sans doute la mention passable. L'étude PISA réalisée tous les 3 ans et qui compare le niveau scolaire dans 65 pays a donc été publiée en fin de matinée. Ce test organisé par l'OCDE est commun aux élèves de 15 ans de pays différents. Et à travers les résultats de ces enquêtes, les journalistes, les profs, les politiques et les parents découvrent une autre réalité. L'éducation nationale, alors confiante de son succès, n'a pas la moyenne. Pour cette édition de PISA de 2018, la France est entre la 15e et la 20e place en termes de performance, on va dire. Mais sur les questions d'inégalité, on voit que pour le score des mathématiques, par exemple, un élève favorisé va avoir en moyenne 107 points de plus qu'un élève défavorisé. Dans les autres pays de l'OCDE, cet écart, il est que, entre guillemets, de 89 points. Pour comprendre l'intérêt de l'étude PISA, plutôt que de vous décrire la chose dans le détail, je vous propose plutôt de passer le test vous-même. Ça aide déjà beaucoup à comprendre ce que c'est, et puis ça permet aussi de se comparer à des élèves de 15 ans.
En plus des tests, il y a également des questionnaires remplis par les élèves et aussi par les chefs d'établissement. Un des problèmes mis en avant par les études PISA, c'est que Jules Ferry et ses successeurs n'ont jamais réussi à faire en sorte que les enfants de familles riches et pauvres partagent les mêmes bancs d'école. Ce n'était pas le cas dans les années 1800, 1900 ou 2000. La ségrégation sociale est peut-être atténuée, mais elle a aussi changé de forme. Elle est devenue géographique. Un constat évident puisque des zones d'éducation prioritaires ont été désignées. La politique d'éducation prioritaire, elle naît dans les années 80, avec l'idée de faire une discrimination positive, donner davantage aux enfants qui ont moins chez eux. Dès le début, les concepteurs même de cette politique attirent l'attention sur le fait que cette politique doit être temporaire. Pourquoi ? Parce que finalement, ils sont visionnaires. C'est-à-dire qu'ils disent « Attention, ces politiques, ces labels va finalement stigmatiser ces établissements et créer au moins deux effets pervers. Faire partir les enfants les plus favorisés et aussi limiter l'attractivité des enseignants parce que enseigner dans un milieu ségrégué, c'est difficile. En plus de la sélection géographique, les meilleurs élèves vont dans des sections de langue anglais SP ou latin qui permettent de regrouper les bons élèves, souvent issus de milieux favorisés, entre eux. Sans compter qu'à chaque étape de l'éducation, ils se retrouvent sélectionnés plus par leurs notes que par leurs projets. De manière tendancielle, les élèves avec le plus faible niveau vont se retrouver dans les mêmes établissements et les élèves avec un niveau plus élevé vont se retrouver dans d'autres établissements et du coup il y a une absence de ce qu'on dit de mixité scolaire. La ségrégation sociale dans l'éducation nationale, elle s'opère à des moments clés. Il y a la question de la maternelle, il y a la question du primaire avec l'apprentissage de la lecture et il y a la question de l'entrée en 6e. Les élèves défavorisés qui n'ont pas beaucoup les codes de l'éducation se retrouvent assez perdus et ont tendance à décrocher de l'éducation. Donc là, on a plusieurs parcours de sortie qui vont se faire. Ça peut être complètement arrêter l'éducation, ça peut être arriver et n'avoir que des mauvaises notes et du coup être orienté dans une filière qu'ils n'auront pas choisie. Donc en fait, cette ségrégation scolaire, on la voit très bien à la fin, donc dans les filières du lycée, mais elle est le résultat de moments décisifs dans la scolarité de l'élève. L'omniprésence des notes, des redoublements, la focalisation sur les moyennes obtenues par les élèves, tout ça signifie que les gagnants peuvent continuer leur éducation et que les perdants sont abandonnés au bord du chemin. Une des particularités de la voie professionnelle en France, c'est que c'est une des rares à ne pas apporter davantage sur le marché du travail à ceux qui sont passés par celle-là. On sait que la sélection pour aller en voie professionnelle se fait beaucoup sur le niveau scolaire, c'est-à-dire qu'on envoie dans la voie professionnelle des élèves dont on pense qu'ils ne vont pas pouvoir suivre la voie générale. Or, c'est vraiment des voies sans issue, parce que les employeurs, à l'autre bout, vont trouver des gens qui sont adaptés à leurs demandes, mais au niveau supérieur, ils vont prendre des gens en licence. Mais par contre, il y a des voies de la voie professionnelle, des filières qui marchent très très bien. L'hôtellerie-restauration, ça marche très bien. Transport, je crois que ça marche très bien. Logistique. Sauf que le pro sert aussi à envoyer des masses d'élèves dont on ne sait pas quoi faire. On les met là parce que ça coûte pas cher. Les différences de budget par élève entre les différentes formations sont aussi réelles que méconnues. Un article du journal Le Monde, consacré au projet de Gérald Darmanin sur la transparence des dépenses publiques, cite un de ses conseillers. Si on calcule le coût de chaque service public, les gens vont par exemple s'apercevoir que l'État met plus d'argent dans les prépas parisiennes que dans les universités. Les chiffres sont effectivement parlants, puisque 10 000 € par étudiant sont alloués à l'université, contre 15 000 € en moyenne pour les prépas. Et c'est sans doute beaucoup plus dans certains établissements élitistes. Toutes ces inégalités sont la preuve que cette école n'a jamais remis en question son élitisme. D'autres systèmes ont su se réformer. Les systèmes canadiens, danois, finlandais ont tous cherché à créer une école qui accueille les masses et dont l'objectif est d'accompagner chaque élève avec une orientation qui s'intéresse un minimum à leur projet. Notre système scolaire est aujourd'hui tout entier dirigé à faire en sorte que les bons élèves de 10 ou 15 ans deviennent ingénieurs, docteurs ou avocates. Et sauf exception, il est impossible pour les bons élèves de rentrer dans des filières professionnelles sans faire scandale. Au contraire, des élèves qui peuvent connaître quelques difficultés à 14 ans se voient diriger de gré ou de force dans des études spécialisées sans forcément de débouchés, diminuant la part d'enseignement nécessaire à la poursuite d'études supérieures. En fait, l'éducation française, c'est un peu comme le choix-peau de Harry Potter. Un truc poussiéreux qui trie les élèves, les décisions est prise très jeune, elle est finale, sans recours, et est faite en prenant en compte, en grande partie, l'éducation des parents. Une dernière question est soulevée par les comparaisons internationales. La relation des élèves à l'école et à leurs profs. Alors, on sait qu'en France, les élèves sont particulièrement anxieux. Ils font partie de ceux qui sont les moins en confiance, qui se sentent le plus jugés par les professeurs.
Ce rapport à l'école a été étudié par le sociologue Pierre Merle. Il a enquêté sur l'humiliation des élèves français. L'intérêt médiatique ces dernières années se concentre beaucoup sur la violence et le harcèlement entre élèves. C'est oublier l'humiliation scolaire produite par le personnel et l'institution qui, lui, est rarement mis en avant. Un thème au centre du livre Les blessures de l'école de Jean-Pierre Bellon et Marie Cartier, un travail qui a donné lieu à un reportage d'Envoyé spécial diffusé en 2022. Lorsqu'on rend un paquet de copies en les classant dans un ordre bien précis et en lançant une série de remarques assassines à chaque fois qu'il y a une mauvaise note. Lorsqu'on se moque d'un élève en plein cours, lorsqu'on reprend parfois son surnom, eh bien, il faut savoir qu'on fabrique du harcèlement. La culture de l'humiliation éducative est systémique au point d'être visible dans les enquêtes PISA. En France, 25% des élèves fréquentent un établissement où le principal déclare que la sévérité des notes pouvait nuire à l'apprentissage. C'est le double par rapport à la moyenne de l'OCDE. La France est aussi l'un des 3 pays où les élèves font état des plus grandes préoccupations liées aux problèmes de discipline en classe. Si les causes de ça sont multiples, il y a bien un problème particulièrement français. Et ce mal-être des élèves se retrouve aussi chez les enseignants, en particulier dans les premières années d'exercice, mais pas que. Les nouvelles recrues qui sont envoyées loin de chez elles sont mal formées, sont mal payées, sont placées dans des classes prioritaires sans mixité scolaire, où elles se plaignent de ne pas être suffisamment accompagnées. Plus de 20% des professeurs des écoles qui démarrent dans le métier sont déjà en burn-out à la fin de la 2e année. C'est quand même grave. Je me retrouve dans une classe, effectivement, sans formation. J'ai pas eu ne serait-ce qu'une brochure, un document sur lequel me référer. Et en fait, c'est l'improvisation tous les jours. De très nombreux témoignages d'enseignants mentionnent être lâchés devant 30 élèves, quasiment sans préparation et sans formation pédagogique. Au-delà des conditions de travail désastreuses que tout ça implique, il faut peut-être pas aller chercher beaucoup plus loin pour expliquer l'échec de l'éducation nationale. Tu viens ? L'éducation nationale recrute. Toutes ces critiques, celles que l'on trouve dans le rapport PISA et autres, sont connues de l'éducation nationale. En fait, on les trouve même dans les grandes orientations du ministre de l'Éducation en 2022. Méfions-nous à double titre, finalement, d'une école qui, tout en la promettant, n'accorderait pas l'égalité. Elle produit non seulement des injustices, mais, pour reprendre le mot du président hier, une défiance. Une école de l'excellence, une école de l'égalité, c'est aussi une école, et c'est profondément lié, engagée pour le bien-être des élèves. Pape Ndiaye annonce qu'il priorise une école de l'excellence, de l'égalité des chances et du bien-être. Avec ces 3 expressions, il coche toutes les cases, puisque l'école aujourd'hui est médiocre, inégalitaire et plein de mal-être. Ce qui ne veut pas dire que des réformes soient possibles ou faciles à mettre en place. Surtout depuis le passage de Jean-Michel Blanquer. Les 5 années du quinquennat précédent qui s'est achevé ont beaucoup abîmé la profession. Enfin, il y a vraiment, ça a exacerbé un mal-être qui était ancien, mais en tout cas là qui est devenu très tangible. Et la précarité, en fait, la précarisation du métier, où en fait, ce que répètent à longueur de temps les syndicats, c'est que les profs ont perdu en pouvoir d'achat de manière vraiment importante sur les 30 dernières années, et que là, ça pose des questions en termes de conditions de vie, en termes d'attractivité du métier, comme on a parlé. Les réformes du quinquennat précédent se sont focalisées sur le primaire et le lycée, avec des mesures comme le dédoublement des classes dans les CP d'écoles prioritaires, et puis une réforme dans l'organisation des lycées. Mais aucune ne s'est attaquée au problème central, la ségrégation sociale des classes. Les données montrent l'incidence négative sur la performance des élèves de la scolarisation dans un établissement accueillant de nombreux élèves de faible niveau scolaire, et à l'inverse, les effets bénéfiques de la fréquentation de camarades d'école très performants. So countries need to work harder to attract the most talented teachers to the most challenging classrooms. In France, in Germany, Hungary, Israel, Peru and the Slovak Republic, the gap in reading between the 10% most advantaged and the 10% most disadvantaged students was equivalent to well over 4 school years of schooling. But again, the achievement gap varies hugely across countries. In some countries, we can barely see performance differences among students and schools from wealthy and poor backgrounds. Ces réformes, qui font bouger sans vraiment rien changer, font, elles, partie d'une longue tradition.
Soutien scolaire, dispositifs périscolaires et culturels, cordée de la réussite et internat d'excellence, itinéraires spécifiques, dispositifs visant les élèves aux besoins particuliers, programme de lutte contre les inégalités entre les sexes, lutte contre le décrochage, il n'existe personne qui puisse être capable de décliner la liste des dispositifs et les sigles qui vont avec. Autant de réformes et d'expérimentations qui s'empilent, disparaissent et stressent le personnel chargé de leur mise en place. Des réformes avec de toutes petites ambitions qui ne parviennent jamais à changer les pratiques et à corriger les nombreux travers de l'institution. Et le dossier d'Alter Echo sur les réformes et la rentrée scolaire 2022 montre que celles issues du quinquennat de Blanquer vont exactement dans le même sens. Il y a, certains appellent ça un malheur français, d'autres diraient un trouble, certains un malaise. Force est de constater que tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes. Si nous voulons sortir de ce que certains voudraient présenter comme une fatalité, et si nous voulons aussi avoir l'honnêteté de nous dire que ça ne se règle pas simplement par plus de moyens. Plus de moyens, nous l'avons déjà fait plein de fois dans notre histoire. Quand le système est mal organisé, mal fonctionné, qui repose sur trop de défiance, qu'il est perclus de combats, de doctrines parfois d'arrière-garde, il ne fonctionne pas mieux. Par combat, Emmanuel Macron pense certainement aux oppositions très vives du personnel contre les différentes réformes des dernières années, et pour lui, ce n'est pas une question de budget. Mais dans cette défiance, il faut aussi considérer les oppositions causées par l'opinion publique, et notamment par le mythe de la vieille école. C'est l'idée selon laquelle l'éducation c'était quand même un petit peu mieux avant. Encore une fois, seuls 3% des adultes de 50 à 64 ans avaient un niveau de compréhension de texte excellent en 2014, un chiffre très inférieur à beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Mais c'est ce mythe qui encourage peut-être la majorité des parents d'élèves à souhaiter le renforcement de l'autorité des enseignants, sans vraiment qu'une définition très claire ne soit donnée de ce que ça veut dire. Pourtant, l'éducation stricte et basée sur l'autorité du maître ne semble pas sans séquelles. Les quelques pays qui connaissent un succès sur le PISA avec une éducation stricte sont principalement la Chine, la Corée du Sud, le Japon et Singapour. La Chine obtient des scores excellents, en partie à cause de l'exclusion des enfants pauvres du système scolaire dans les villes où sont réalisés le PISA. Pour la Corée du Sud, le Japon et Singapour, l'école, là, est accusée d'avoir un impact très négatif sur la santé mentale des élèves. Le nombre de suicides des très jeunes est vraiment suspect en Corée du Sud, et le Japon connaît un fort pic des suicides de mineurs le jour de la rentrée. Heureusement, d'autres types de systèmes éducatifs sont performants. Au Canada, en Finlande, en Irlande, en Estonie, les points communs de ces systèmes, c'est d'avoir des classes plus petites, avec plus de mixité sociale. Ils y mettent des enseignants qualifiés, de véritables experts pédagogiques, qui travaillent en équipe et bénéficient d'une liberté éducative, tout en ayant le soutien de leur établissement. Voilà ce qui est au centre de la performance scolaire. Et c'est ce que rappellent les rapports PISA en long, en large et en travers. Mais bien sûr, avoir un corps d'enseignants nombreux et formés pose une question budgétaire. L'éducation nationale est immense, c'est le premier employeur de France et un poste de dépense majeur. Mais parce que parler de milliards ne veut pas dire grand-chose, on évoque généralement le pourcentage de PIB alloué à l'éducation dans chaque pays. En 2018, c'était autour de 5% pour la France, un chiffre un peu supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE, qui semble donner raison à Emmanuel Macron quand il dit que c'est pas un problème de budget. Ce chiffre est à peu près similaire à celui, par exemple, de la Finlande ou du Canada, qui sont des pays avec une éducation qui fonctionne plutôt mieux. Mais ce chiffre est imprécis parce que beaucoup de pays font moins, ne font plus d'enfants. C'est le cas de la Finlande ou du Canada qui ont 15,7% de leur population de moins de 14 ans contre 17,7% en France. Forcément, ces pays font quelques économies à ce niveau. L'autre point, c'est l'allocation de ce budget, parce que le pourcentage du PIB ne nous donne pas où vont exactement les dépenses. J'ai cherché à trouver un chiffre qui puisse nous rapprocher un peu de ce dont témoignent de nombreux enseignants. Ils parlent du manque de moyens dans leur profession et de la baisse de leur niveau de vie pendant les 20 dernières années. Ce chiffre existe. Sur ce graphique, il y a le salaire annuel des enseignants divisé par le nombre d'élèves. C'est à mon avis ce qui peut le plus facilement expliquer le malaise de la profession. En France, il faut compter 2091 € de salaire de prof annuel par élève en primaire. C'est beaucoup moins que la Grèce, l'Italie, la Lituanie, et c'est au même niveau que la Hongrie, un pays qui dispose de beaucoup moins de ressources. Un texte explicatif sur le site de l'OCDE remue un peu le couteau dans la plaie. En France et en Hongrie, par exemple, le coût salarial des enseignants par élève est similaire, mais le salaire plus élevé des enseignants français est compensé par le fait que l'on compte 7 élèves de plus par classe en France. Il y a une impasse ici.
rapporté au nombre d'élèves, la masse salariale des profs est tellement faible qu'il y a bien un problème de budget quelque part. Ce qui est confirmé par d'autres graphiques, puisque l'on peut voir, dans celui-ci, la baisse de moyens de l'enseignement secondaire en France de 1995 à aujourd'hui. Combiner ces chiffres avec la pénurie d'enseignants de la rentrée 2022 et le besoin d'attractivité, il devient évident que la question du budget est centrale. Il ne s'agit pas seulement ici d'accuser les enseignants pour les performances médiocres d'une institution tout entière. Mener des réformes sans les gens qui sont concernés, et ces gens-là vous disent aujourd'hui attendez déjà, occupez-vous de nous, rétablissez un peu le statut, augmentez les salaires, respectez-nous, parce que sous Blanquer, il y a eu aussi ça, les petites phrases sur les enseignants qui font bien leur travail et pas les autres, une certaine détention avec la hiérarchie qui n'existait pas avant, ça freine beaucoup. Revaloriser 870 000 enseignants, et tout de suite, ça se chiffre en milliards. Donc là, il y a un peu une impasse parce que les attentes sont profondes, elles sont accumulées depuis 20 ans, et là, c'est le chantier prioritaire avant de faire autre chose. Et il y aura forcément des déceptions, quoi, parce qu'il y a tant à rattraper que ça ne se fera pas en 5 ans. Quoi. Il n'y aura pas de grande conclusion à cet épisode parce qu'il n'y a pas de solution simple pour réformer une institution aussi massive que l'éducation nationale. C'est pas qu'il est impossible de faire des réformes de système éducatif, de nombreux pays l'ont fait, mais il faudra un peu plus que des discours et des débats sur le budget pour que les 12 millions d'élèves français puissent bénéficier d'une éducation populaire et performante. Merci à toutes les personnes qui ont aidé à la réalisation de cette vidéo, notamment les journalistes d'Alternative économique, Malika et Xavier. Vous pouvez retrouver leur dossier sur la rentrée 2022 en lien dans la description. Et puis pour vous préciser un peu ce projet, il ne s'agit pas d'un partenariat, aucune rémunération ou chose de ce type. C'est simplement une coopération entre nos deux médias qui nous a permis d'avoir accès à leurs ressources et à leur temps. Pour rappel, notre financement vient principalement de vos contributions. Et c'est ça qui nous permet de produire des sujets un peu inattendus de cette manière. Beaucoup de contenu journalistique aujourd'hui se focalise sur l'instant présent. Mais comme vous êtes encore majoritairement jeunes, vous n'avez pas forcément tout l'historique de ce qui s'est passé avant. C'est pour ça qu'on prend le temps d'essayer de replacer le contexte. Ça permet de mieux comprendre les discours politiques, les différents courants, de pouvoir être certain que la compréhension qu'on a d'un sujet soit basée sur un minimum de faits et d'analyses qui se tiennent, et pas des choses qui en fait on a entendues sans jamais questionner plus que ça. Après je sais pas trop pourquoi je vous raconte tout ça aujourd'hui, mais bon, c'était Stupid Economics. Sur ce, toutes ces critiques, celles qu'on trouve dans le rapport Pizza, à chaque fois que je relisais le truc, pizza, à chaque fois ici je le dis pizza, je sais pas pourquoi,